La Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, ou encore la Syrie, ne sont que quelques-uns des nombreux pays devenus indépendants à la suite de la Première Guerre mondiale. Des tendances indépendantistes bouillonnaient déjà dans ces endroits. Mais il a fallu une période de chaos, de changements rapides, il a fallu une fenêtre d'opportunité pour que ces nations, auparavant soumises à d'autres centres de pouvoir, aient la chance de s'autodéterminer. La guerre provoquée par le Kremlin entre la Russie et l'Ukraine est perçue sous un jour similaire dans certaines régions du monde. La lutte des Ukrainiens pour leur indépendance et leur propre avenir représente également un espoir et une autre opportunité pour les autres nations opprimées d'échapper à leur propre asservissement. L'un de ces endroits est certainement le Bachkortostan. Pourquoi les Bachkirs veulent-ils échapper à la domination russe ? Quelles sont leurs aspirations à la liberté et quelles sont leurs chances ? Bienvenue au rapport des années 20. On ne peut pas considérer la quête de liberté des Bachkirs sans s'intéresser d'abord à leur passé. Le Bachkortostan tire son nom de la tribu Bachkir, les habitants indigènes du sud de l'Oural. Cet ethnonyme est connu depuis le 7e siècle. Les géographes persans Al-Balkhi et Ibn Rusteh mentionnent les Bachkirs dans leurs études dès le 10e siècle. Ce dernier a décrit les Bachkirs comme une nation indépendante occupant des territoires des deux côtés de la crête de l'Oural, entre la Volga, la Kalma, le Tobol et jusqu'aux rivières Yaïk. Fait intéressant, il a déclaré que les Bachkirs se sont divisés en deux groupes. Le deuxième groupe s'installant le long du Danube, près des frontières de Byzance. Les Bachkirs ont développé leur communauté et ont été soumis pendant de nombreux siècles à la domination de l'empire mongol, autrefois puissant. La Russie n'est apparue que dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le Bachkortostan, ou ce qui était alors son territoire, est devenu une partie du royaume russe en 1557. On ne sait pas exactement comment cela s'est produit. Il existe deux théories principales, la théorie forcée et la théorie volontaire. Selon la théorie volontaire, défendue par exemple par l'histographie russe, les Bachkirs eux-mêmes auraient demandé à rejoindre la Russie. Ils ont peut-être même fait révérence à Ivan le Terrible, comme au tsar blanc, ce qui signifie un beau roi. La volonté d'adhérer était censée découler de la protection offerte par le Kremlin et de meilleures conditions de coexistence. Les conditions pour rejoindre la Russie devaient inclure un très large degré d'autonomie et de non-ingérence dans les affaires intérieures. En échange, les Bachkirs garderaient la frontière sud-est de l'Empire et soutiendraient le centre en leur versant un tribut. Cependant, selon la théorie de la violence d'Ahmedzaki Validi Togan, le fondateur de l'autonomie bachkire, les Bachkirs ont été conquis par les Russes et incorporés de force dans l'Empire russe naissant. Les Kurgans bachkirs, par exemple, ont mis beaucoup plus de temps à se battre pour leur indépendance et n'ont été conquis qu'au XVIIIe siècle. En fait, les deux théories peuvent être vraies. Les Bachkirs vivaient en tribus et, selon leur situation géographique, différentes tribus pouvaient avoir des attitudes différentes à l'idée de rejoindre la Russie. Même si l'on accepte la théorie de l'incorporation volontaire à la Russie, les Bachkirs étaient toujours censés décider de leurs propres affaires intérieures et disposer d'un large degré d'autonomie. Néanmoins, les siècles qui suivirent l'incorporation des Bachkirs à l'Empire russe furent une période de lutte pour leurs droits. Moscou a tenté de russifier le peuple, exigeant un tribut toujours croissant, s'emparant des terres bachkires pour ses propres colons et effaçant l'identité bachkire. Cela comprenait la christianisation forcée. Il ne faut pas oublier que les Bachkirs sont un peuple turc et suivent l'islam sunnite. Les XVIIe et XVIIIe siècles furent donc une période de guerre russo-bachkire, appelée soulèvement selon les Russes. Les plus importantes furent celles de 1662-1664 et de 1704-1711. La première a eu lieu pendant la guerre polono-russe qui a retenu l'attention du Kremlin. Mais la seconde guerre fut plus importante. Les Russes engagés dans la Grande Guerre du Nord contre les Suédois n'avaient pas les ressources nécessaires pour répondre aux rébellions dans le sud. Les Bachkirs réussirent même à retrouver leur indépendance pendant quelques années, mais dans les années 1720, alors que la Russie se remettait de la guerre avec la Suède, le contrôle russe revint. Les décennies suivantes furent marquées par de nouvelles tentatives de lutte pour leurs droits, notamment la guerre paysanne de 1773-1775, également connue sous le nom de rébellion de Poulgatchev,
à laquelle les Bashkirs prirent part. Mais après chaque période de chaos, la domination russe est revenue et s'est même renforcée. L'espoir d'un changement est né avec la Première Guerre mondiale subventionnée. Le 15 novembre 1917, les Bashkirs, dirigés par Ahmed Zaki Validi Togan, qui était au Bashkir ce qu'Atatürk était au Turc, annonçaient la création d'une république autonome au sein de la République russe. Les Bashkirs se sont d'abord rangés du côté des Russes blancs, c'est-à-dire du côté du tsar. Cependant, lorsque les Blancs ont annoncé l'abolition de toutes les républiques autonomes, y compris le Bashkortostan, les Bashkirs se sont rangés du côté des bolcheviks. C'est ainsi qu'en mars 1919 fut créée la République soviétique bashkire. Une fois de plus, les espoirs reposaient sur une large autonomie au sein de la future URSS, mais ces illusions furent rapidement et brutalement brisées. Si brutales que 2 ans plus tard, les bolcheviks ont entraîné les habitants de la région dans une famine de masse, connue sous le nom d'Holodomor bashkir, en confisquant notamment de la nourriture. La saisie par les bolcheviks de plus de 70% de la nourriture a entraîné la mort d'1 demi-million de bashkirs. Les conséquences tragiques des ordres des bolcheviks furent alors atténuées par la mission de l'American Relief Administration. Les Américains ont installé des cantines à Oufa, la capitale du Bashkortostan, tandis que les colis étaient envoyés des États-Unis au Bashkortostan par des résidents ordinaires. Les espoirs d'indépendance des Bashkirs ont dû être reportés de 100 ans supplémentaires. En théorie, l'occasion s'était présentée plus tôt. Avec l'avènement de la politique d'ouverture et de perestroïka du Gorbatchev, le mouvement national du Bashkortostan et dans d'autres républiques a commencé à se réveiller. En 1990, l'Union de la jeunesse bashkire a été créée, appelant à la sécession du Bashkortostan. Moscou a cependant réussi à apaiser ces tendances en promettant davantage d'autonomie accrue. En effet, entre 1991 et 2002, le fonctionnement de l'accord de fédération était à un niveau acceptable pour les Bashkirs. Mais avec le début de la nouvelle politique du Kremlin poussée par Vladimir Poutine, il y a eu une centralisation progressive et une abolition progressive des droits autonomes. Début 2010, par exemple, le Bashkortostan affichait un excédent budgétaire constant grâce à la production pétrolière et à l'industrie du raffinage bien développée de la région. Et le principal acteur de ce secteur était Bashneft. Bashneft appartenait à la République de Bashkortostan jusqu'à son rachat par Rosneft en 2010. Au cours du processus, le Bashkortostan a perdu de nombreuses autres entreprises qui ont été artificiellement détruites ou reprises par le gouvernement russe. Moscou a ainsi inversé cette indépendance et rendu la région dépendante d'un apport financier du centre. Le Bashkortostan a également perdu le poste de président de la République de Bashkortostan, ce qui était important pour son sentiment d'indépendance. Selon l'accord de fédération, le Bashkortostan est un État au sein de la Russie, ce qui signifie qu'il avait légalement droit à son propre président. Cependant, en 2014-2015, le titre de président a été remplacé par celui de chef de la République du Bashkortostan. En outre, comme il y a 400 ans, les tentatives de russification progressive se poursuivent. En 2017, une loi sur l'étude facultative des langues nationales a été adoptée, abolissant le fait l'étude de la langue bashkire et d'autres langues dans d'autres républiques. En pratique, il y avait une leçon obligatoire de bashkir par semaine, contre 5 à 6 leçons au plus de russe. Les examens se déroulent également en russe, de sorte que la plupart des étudiants, soucieux de leur avenir sur le marché du travail, sont obligés de choisir le russe. Pour les Bashkirs, la construction d'une nouvelle église orthodoxe dans la capitale régionale, Oufa, sur le site de la ville historique de Bashkort, est un symbole concret de l'oppression et du déracinement de la culture et de la religion. À l'époque soviétique, ce site archéologique a été découvert à Oufa, puis nommé Oufa II. C'était une ville médiévale et, selon certains, ancienne, le centre de la vie sociale bashkire. En effet, de nombreux objets y ont été retrouvés, notamment des pièces de monnaie byzantine. Une nouvelle église orthodoxe est en cours de construction sur le site, même si les autorités savent qu'il s'agit d'un site historique. Si l'église est construite, il sera impossible à l'avenir d'étudier le passé archéologique de la colonie. Non loin de l'église orthodoxe, la mosquée Ar-Rahim est également en construction. Cependant, alors que la construction de la mosquée a été gelée faute de fonds, la construction de l'église orthodoxe se poursuit. Toutes ces manifestations de harcèlement ne s'échappent pas dans le vide. Les Bashkirs éprouvent de plus en plus de ressentiment envers le Kremlin à chaque nouvelle étape de la répression russe.
Sur la base de la dernière vague de russification, l'organisation Bashkort, une formation d'opposition luttant pour les droits des Bashkirs, a été fondée à Oufa en 2014. Elle a été interdite par Moscou en 2020, mais cela ne signifie pas que ses membres ont arrêté leurs activités. C'est des structures du Bashkort qu'est né Ruslan Gabasov, qui est devenu le premier dirigeant du Centre politique national bashkir, fondé 3 mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il s'agit peut-être de l'organisation d'opposition la plus importante du Bashkortostan. L'objectif du groupe est d'établir une république indépendante du Bashkortostan. Le Centre politique national du Bashkortostan a ouvertement déclaré sa désobéissance à la Fédération de Russie et a annoncé le début d'une lutte armée contre la Russie. Son objectif est la libération du Bashkortostan. Gabasov prône la création d'un État qui inclurait non seulement les Bashkirs, mais aussi d'autres groupes ethniques vivant au Bashkortostan. Le dirigeant bashkir, contre lequel le Kremlin a engagé une procédure pénale, se trouve actuellement en Lituanie, où il a obtenu l'asile politique. En d'autres termes, les dirigeants changent, les circonstances changent, mais la lutte entre le centre et la périphérie continue. La Russie n'a qu'une seule tâche, assimiler les Bashkirs. Il y a des périodes de dégel où le centre est plus faible et doit faire des concessions comme en 1717, 1917 ou 1991. Puis la province, y compris le Bashkortostan, obtient l'assurance d'une grande autonomie. Mais lorsque le centre devient plus fort, il tente à nouveau de soumettre les différentes nations. Ce cycle se répète désormais. Après des années de resserrement de l'État autour du cou du Bashkortostan au cours des 2 premières décennies du XXIe siècle, la guerre en Ukraine, semblable à la guerre suédo-russe du début du XVIIIe siècle, a gravement faibli Moscou. L'État du centre est scruté de près par tous les groupes et peuples qui trouvent la situation actuelle défavorable. Ils se souviennent des années d'endoctrinement, de russification et d'exploitation économique. Le Bashkortostan en est un excellent exemple. Mais la lutte des Bashkirs pour l'indépendance a des enjeux considérables pour les 2 camps. La perte de contrôle sur une région pourrait avoir un effet en cascade sur la désintégration de la Russie, autrefois superpuissance. Moscou ne peut pas permettre que le Bashkortostan ou toute autre région fasse sécession. Alors, quelles sont les chances et les perspectives d'une poussée vers l'indépendance du Bashkortostan, compte tenu de ce que nous avons dit jusqu'à présent? Dans cette section, nous citerons certains points de vue de notre source anonyme au Bashkortostan. Nous l'appellerons Timur. Le plus important, c'est l'Ukraine, estime Timur. La guerre en Ukraine est un catalyseur que nous devons utiliser maintenant, c'est une fenêtre d'opportunité. La perspective est très simple. La Russie perd, les actions des saboteurs bashkirs sont activées, le mouvement national bashkir prend le pouvoir au Bashkortostan. Je ne sais pas comment se produira la prise du pouvoir, mais il y a des gens dans le gouvernement bashkir qui soutiennent les idées du mouvement national bashkir. Nous comptons sur leur soutien. Et plus loin, après la victoire de l'Ukraine, lorsque les forces ukrainiennes entreront en Crimée, la fin du régime commencera. Cela sera ressenti par tout le peuple, ce sera un signal pour les élites. Si l'Ukraine revient aux frontières de 1991, ce sera la plus grande défaite de la Russie dans l'histoire récente. On espère que le processus d'instauration de l'indépendance des républiques nationales commencera alors. Mais à quoi ressemblerait en pratique une prise de pouvoir à Oufa? Beaucoup dépend de l'état d'organisation de Moscou au moment de la tentative de rachat. Lors de l'un des derniers grands moments de solstice, à savoir la rébellion de Prigojine, le comité de résistance bashkir, une autre organisation indépendantiste, a publié un communiqué énigmatique. Nous recommandons à tous les habitants des grandes villes de la République du Bashkortostan d'envoyer leurs proches et des amis loin de la ville, de préférence dans les villages. Nous commencerons bientôt. Finalement, lorsque la colonne de Prigojine est revenue soudainement, rien ne s'est produit, mais le message demandant aux gens de quitter les villes suggère une volonté de coup d'État avec recours à la force. Les organisations indépendantistes bashkirs sont les plus susceptibles d'avoir accès aux armes. En Ukraine, l'unité Bashkort combat du côté de Kiev. Du côté russe, conformément à l'idée d'envoyer des minorités nationales au front pour épargner la population de Moscou, il existe 10 unités militaires bashkirs différentes. Ceux-ci ont été formés au Bashkortostan. Au moment de la vérité, leur loyauté envers Moscou sera mise à rude épreuve. Le surréalisme de cette situation réside dans le fait qu'ils ont créé une compagnie militaire nommée en l'honneur de Salava Youlaev, alors que Salava Youlaev lui-même combattait contre la Russie, dit notre source à Oufa. En un mot,
Tout indique que les Bachkirs sont capables de tenter de s'emparer du pouvoir dans la région par la force, si la situation l'exige et si les conditions deviennent favorables. Et n'oublions pas que le pouvoir au Bachkortostan est actuellement détenu par les forces pro-russes. Mais la question demeure. Que dit le peuple ? Un petit groupe d'insurgés ne réussira à rien s'il n'y a pas de masse derrière lui. Quelle est l'attitude générale du peuple bachkir à l'égard de l'indépendance ? Timur admet que la majorité des Bachkirs sont passifs, comme beaucoup d'autres habitants de la Fédération de Russie. Néanmoins, poursuit-il, beaucoup de gens sont venus aux marches de soutien à la République du Bachkortostan en 1991, ce qui n'est pas le cas des marches de soutien à la préservation de l'URSS organisées à la même époque, que la majorité des habitants de la région bachkire transouralienne, Zorali, seront prêts à soutenir la création d'un Bachkortostan indépendant. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Russes ont envoyé la plupart de leurs habitants de la région bachkire transouralienne vers la guerre, pour détruire leur enthousiasme. Dans le même temps, les autorités du Centre politique national bachkir recherchent une légitimité à l'étranger, notamment en Occident. Gabassov a l'asile politique en Lituanie et a déjà réussi à s'adresser au Parlement européen. Il demande de l'aide pour mettre en place de nouvelles structures étatiques, notamment les ministères de l'administration, de l'énergie ou des médias, afin qu'elles soient prêtes le moment venu. Jusqu'à présent, outre le fait de fournir un lieu pour le discours, la réponse de l'Union a été plutôt passive. La situation est différente en Ukraine, où un projet de loi reconnaissant l'indépendance du Bachkortostan est en cours d'élaboration. Kiev souhaite soutenir tous les mouvements de libération nationale en Russie. Un effondrement de la Russie de l'intérieur mettrait bien sûr fin à la guerre, et, surtout, rendrait beaucoup moins probable de nouvelles tentatives de conquête. Néanmoins, il est possible que l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, ou que la Russie ne la perde pas. Qu'est-ce que cela signifie pour l'indépendance du Bachkortostan ? Timur estime que si l'Ukraine ne gagne pas la guerre, ou si un traité de paix est signé, la perspective de l'indépendance nous sera fermée, du moins dans un avenir prévisible. Hypothétiquement, cependant, si un scénario optimiste du point de vue d'Oufa devait se réaliser, demandons-nous, comment les Bachkirs envisagent-ils leur état futur ? Les Bachkirs croient pouvoir se permettre de créer une démocratie parlementaire qui ne ressemble pas aux républiques autocratiques d'Asie centrale. Sa base économique serait une industrie pétrolière et de raffinage développée. En revanche, les Bachkirs chercheraient probablement des voies de coopération avec l'Union européenne et la Turquie au sein de l'Organisation des États turcs. Les liens ethniques et les aspirations quasi-impériales d'Ankara sont une raison importante pour laquelle le Bachkortostan constitue un autre motif potentiel de rivalité turco-russe. Ankara, après Kiev, est l'un des premiers endroits où Gabassov ou d'autres représentants du mouvement national bachkir chercheront à obtenir une reconnaissance internationale. Mais qu'en est-il de la géographie, qui n'est certainement pas propice à l'évasion du cœur des ténèbres ? Non seulement le Bachkortostan n'a pas accès à l'océan mondial, mais il est également enclavé au sein de la Fédération de Russie. Par conséquent, en tant qu'État enclavé, la voie d'ouverture du Bachkortostan vers le monde serait de passer par le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan ou la Turquie, le noyau de l'Organisation des États turcs. Le problème est que l'État n'a même pas de frontière avec le Kazakhstan. C'est pour cette raison que le corridor de Kouvandik, les 3 morceaux de terre qui séparent les 2 États, serait crucial pour les Bachkirs. Cette zone, de la taille de Chypre, est, selon les Bachkirs, un héritage de frontières artificielles créées par les Soviétiques. En cas de création d'un nouvel État, les Bachkirs souhaiteraient le voir dans leur propre pays afin d'avoir une frontière permanente avec le Kazakhstan. D'autant plus que, selon Timur, personne parmi les autorités d'opposition du Bachkortostan n'envisage la possibilité d'une confédération avec, par exemple, les Tatars voisins, comme l'un des scénarios possibles pour le développement du pays. Il n'y a pas assez de confiance d'un côté ou de l'autre. Les divisions internes sont l'une des principales armes que Moscou utilisera pour écraser les aspirations indépendantistes si les tendances sécessionnistes se développent, conformément à la doctrine de diviser pour régner. L'histoire tourne en rond, recréant des scénarios du passé presque jusqu'à l'illusion. Mais si la jouabilité ressemble à celle du passé, le final n'est pas prédéterminé. Les dés sont une nouvelle fois lancés. Enfin, donnons la parole à Timur et à la façon dont lui et les autres Bachkirs voient leur situation actuelle. La Russie n'est pas une fédération, comme la Belgique par exemple. C'est un empire. Nous sommes une colonie, pas un sujet de la fédération, comme c'est écrit dans la Constitution.
Nous ne faisons pas confiance aux Russes, car ils nous ont trahis à 3 reprises, 1557, 1917 et 1991, quand ils nous ont garanti des droits politiques. Nous devrons créer une armée forte pour que la botte russe ne piétine plus notre terre. Nous prendrons en compte toutes les erreurs, et nous ne laisserons pas flotter leur drapeau sur notre terre. Que voulons-nous maintenant ? La victoire de l'Ukraine, la chute du régime, le retour de notre pouvoir. La Russie est aujourd'hui un pays impérialiste malade aux tendances fascistes. Nous voyons le pays sombrer chaque jour dans l'abîme. Des lois inappropriées sont adoptées, des déclarations inappropriées sont faites. La Russie tente rapidement de se couper du monde entier et de créer un État fasciste. Le gouvernement russe soutient et finance les mouvements impérialistes russes qui tentent de détruire toute expression des intérêts nationaux dans notre pays. C'est la fin de l'Empire. Comme le dit le proverbe, plus l'effondrement de l'Empire est proche, plus ses lois sont encore plus folles. Il est bien connu qu'au niveau de l'État, il déteste tout le monde. Les Ukrainiens, les minorités nationales, les Européens, les Américains, les Asiatiques et même les Juifs. Nous voulons juste qu'on nous laisse en paix. C'est ce que nous pouvons souhaiter au peuple bashkir à l'occasion du 106e anniversaire de la proclamation de la République du Bashkortostan, créée le 15 novembre 1917.